Ma grand-mère est morte dans la nuit du 18 au 19 octobre 2018. Elle avait 80 ans. Pas de maladie particulière. Elle vivait chez une de mes tantes à Créteil, dans le Val-de-Marne. La veille, elle regardait la télé dans le salon. Elle a caressé la tête du chien, s'est levée et a dit « Bonne nuit ». Le médecin légiste a dit qu'elle était partie paisiblement dans son sommeil. C'est ma cousine Christina qui l'a trouvée vers 11h du matin. Elle était venue pour déjeuner, comme tous les vendredis depuis la naissance de son premier enfant. Elle a rappelé son compagnon pour qu'il vienne chercher leur fils. Et elle a commencé à prévenir toute la famille, tandis qu'elle veillait le corps de notre grand-mère. Je suis arrivée à 13h30. Une partie de la famille était déjà sur place. Sur la table à manger, un autel avait été improvisé, avec un pot à encens, des offrandes et 2 photos d'identité. Celle de ma grand-mère et celle de mon grand-père, mort 40 ans plus tôt sous les Khmers rouges. Tout le long de l'après-midi, en attendant les pompes funèbres, on se consolait en se répétant ces 2 mantras. Au moins, elle n'a pas souffert. Elle est allée rejoindre l'Okta tout là-haut. Elle est allée rejoindre l'Okta tout là-haut. Au moins, elle n'a pas souffert. Mon petit frère est le 2e à avoir découvert le corps. Lui aussi venait pour déjeuner. Ma grand-mère était une fine cuisinière. Normal, elle avait passé sa vie à cuisiner. Pour son mari, ses 7 enfants, ses 12 petits-enfants et ses 2 arrière-petits-enfants. Elle m'avait raconté que, sous Pol Pot, dans les camps où il n'avait rien à manger, elle sortait la nuit pour aller voler des œufs de canne, des papayes vertes, et même des petits poussins qu'elle étouffait entre ses doigts pour ne pas alerter les gardes. C'est pour nourrir mes enfants. Elle priait le Bouddha de lui pardonner. Et puis, la guerre s'est terminée, et puis je suis née, et puis ma grand-mère est arrivée en France. J'avais 1 mois. Elle m'a gardée pendant les 3 premières années de ma vie. Elle m'a appris à trier les feuilles de menthe, à enlever le caca des crevettes et bien sûr à cuire le riz. J'avais commencé à noter quelques-unes de ses recettes, mais d'autres sont perdues à jamais. Son porc au caramel, sa soupe aigre-douce de tomates, sa soupe de langoustine bleue, son krueng, condiment à la citronnelle et au galanga, le riz loc-lac, mais sa recette bien à elle, bœuf haché, ail et vinaigre en quantité déraisonnable, sucre et glutamate pour adoucir le tout. Nous attendions les pompes funèbres en remplissant les formulaires, quand ma tante est entrée dans le salon avec une marmite fumante. C'était un pot-au-feu. Mais c'est gentil d'avoir pris le temps de cuisiner pour nous, Tata, mais il fallait pas. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tout le monde sait qu'un pot-au-feu est meilleur réchauffé le lendemain. Ma grand-mère le savait, après 40 ans passés en France. Elle l'avait préparé avant d'aller dormir en prévision du déjeuner avec mon frère et ma cousine. C'était beaucoup trop pour 3, mais assez pour nous tous. Est-ce qu'elle savait que ce serait le dernier plat qu'elle cuisinerait pour nous ?
Mardi 23 octobre. Il fait encore nuit. Les Champs-Élysées sont presque désertes à cette heure matinale. Les balayeurs devant les boutiques de luxe. Je descends l'avenue, tourne à gauche rue Balzac en pensant au père Goriot, à la femme de 30 ans, à mes illusions perdues. L'hôtel Balzac se dresse devant moi. Je le contourne pour entrer par la petite porte de service. Ça fait 4 jours que Makiaï est morte. Les funérailles ont lieu dans 2 jours, pas vraiment les circonstances idéales pour mon premier jour en cuisine. Je manque de me perdre dans les sous-sols de l'hôtel. Je demande mon chemin plusieurs fois avant de tomber sur un homme en tablier montant un escalier en colimaçon. Là-haut, le blanc des cuisines m'éblouit et les odeurs m'enivrent. Je suis accueillie chaleureusement par l'équipe du PG, le restaurant de Pierre Gagnère. Très vite, je me mets au travail et je sors mon carnet et mes aquarelles. Pierre Gagnère avait signé la préface de Comme un chef, ma dernière BD scénarisée par Benoît Peters. Quelques mois plus tard, il m'invitait dans ses cuisines pour un projet de carte de vœux composé de croquis pris sur le vif. La cuisine est en forme de L. On tient à 15-20 dans 45 mètres carrés à tout casser. Pourtant, même au plus fort du service, on ne s'y bouscule jamais. Il y a Michel Nave, le bras droit de Gagnère, qui chambre Thierry Méchineau, le chef de cuisine. Il y a Kim, le second, qui distribue des brioches chinoises en guise de petit déjeuner. Au poste chaud, il y a Arthur, un brin ténébreux porté sur les blagues grivoises. Au poste froid, Jérémy, un grand roux qui ne sourit presque jamais. À la plonge, Bob. Au nettoyage, Bouba. Et pour tout le reste, Désiré. Les cuisiniers étaient tous plus beaux les uns que les autres. Est-ce le sortilège de l'uniforme qui unifie en même temps qu'il singularise? Est-ce le tablier, bleu de travail pour ne pas se salir durant la mise en place, blanc de service pour une mise impeccable, digne d'un corps de ballet? Le dernier soir, des mains surgissant de tous côtés sont venues me couvrir d'amuse-bouche à en avoir le tournis. Damier groseille Réfort. Cube martini vodka. Olive verte de Luc. Pistache de Sicile. Boulette d'agneau au chou. Gelée de topinambour. Feuille d'huître et nombril de Vénus. Oh là là, c'est bon bizarre. Bonbons de noisettes à la soubressade. Et enfin, un rillette de sardines à la berce et au poivre de Madagascar. Je me souviens de la main bandée d'Arthur. Il avait l'air d'un blessé de guerre, et moi, je mourais d'envie de lui refaire le pansement. Je me souviens de la douceur de Désiré, tournant des mottes de beurre comme s'il caressait les seins d'une femme. Des doigts vigoureux de Ricardo qui me prenaient aux tripes. Je me souviens de la grâce de Jérémy, passant une betterave à la mandoline, l'effleurant amoureusement avec ses doigts enduits d'huile d'olive, cassant une pépite de caramel soufflé sous mes yeux. Je me souviens d'une saule meunière sur laquelle 3 cuisiniers se sont relayés pour l'arroser de vagues de beurre. Je me voyais, moi, saule, meunière, île nue. Je n'oublierai jamais ces mains caressantes, pétrissantes, tranchantes, pénétrantes, toutes tournées vers un unique but, ordonné et orchestré par l'amiral Gagnère, donner du plaisir et la nostalgie de ce plaisir. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais le monde de Pierre Gagnère m'a ramenée à la maison. Je savais ce que je mangeais, qui me l'avait préparé et comment. Avec amour.
12 décembre 2018. Côté gauche, j'avais un fibroadénome bénin depuis l'âge de 15 ans. Côté droit, un kyste mammaire apparu il y a quelques années. Ces 8 derniers mois, il avait grossi assez vite et c'est ce qui m'a fait consulter. Bonjour. Bonjour madame. Il y a quelque chose de bizarre. On va quand même faire la mammographie. Jusqu'à présent, l'échographie avait suffi. J'avais 38 ans. Je n'étais pas encore dans les âges à risque. On me fait passer dans la pièce à côté, où une aide-soignante m'aide à presser mon sein dans une machine à mi-chemin entre la créature d'alien et un moule à gaufres. Désolée. Non, c'est pas grave. Ça va. Vous pouvez revenir vite. Je crois que je vais vous faire une microbiopsie. La semaine suivante, je revois ma radiologue. Elle me fait une carotte dans le sein. Tchac! Et puis elle enfonce une seringue dans le kyste et ponctionne un liquide jaunâtre avant de l'étaler sur des lames de microscope. Tout ça partira au labo aujourd'hui. Elle espère qu'avec les fêtes de fin d'année, ils n'auront pas trop de retard. Mais déjà, je lui demande si, à l'aspect, ça lui paraît normal. Ça vous paraît normal? Elle me répond d'un air neutre. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je ne sais pas. J'ai jamais vu ça. Non, moi, je ne sais pas. Là, j'ai jamais vu ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme une petite ligne mélodique et grelette et lancinante. Les mots de ma radiologue ont injecté de la dissonance au moment de l'année où l'on cherche l'harmonie. À ma famille, je ne dis rien de tout cela. Je ne leur dis pas que la biopsie a réveillé quelque chose, que le kyste a doublé de volume en une semaine, que je suis obligée de dormir avec un soutien-gorge de sport pour contenir la douleur. Je ne leur dis pas que je consulte fébrilement les sites internet, même si c'est la dernière chose à faire, car c'est là que je découvre que les microcalcifications sont un signe de cancer. On avait déjà eu notre dose de tristesse avec la mort de ma grand-mère, ça faisait seulement 2 mois. Alors j'ai pris sur moi, jusqu'au jour du verdict. Le 5 janvier 2019, je revois ma radiologue en urgence pour qu'elle évacue mon kyste. La dernière fois, il faisait la taille d'une petite clémentine. Et aujourd'hui, d'une orange. C'est le premier jour de réouverture de son cabinet et son bureau est jonché de fax arrivés pendant les fêtes. Peut-être que dans cette pile de papier, il y a mes résultats. Alors. Non. Ah, je les ai. Ah, alors? Il va falloir l'enlever. Mais enlever quoi? C'est quoi? C'est un cancer.
Je sors du laboratoire antitubant. Ma main cherche mon portable, j'appelle mon amie Jeanne. Tout ce que j'arrive à lui dire, c'est... Je viens d'avoir mes résultats, c'est pas bon. 30 minutes plus tard, elle est chez moi. Elle est partie si précipitamment qu'elle a encore ses clés à la main. Elle me serre si fort que le métal me rentre dans le dos. Ça faisait seulement 6 mois qu'on se connaissait, Jeanne et moi. Mais notre rencontre tenait de la magie, comme un cadeau que la vie offre parfois. Quand on dit « j'ai rencontré quelqu'un » ou « j'ai vécu une histoire avec cette personne », tout le monde imagine un coup de foudre, hein, une histoire d'amour. Moi, je vais vous raconter une histoire d'amis. C'était le 25 juin 2018. Je mangeais des fruits de mer chez Beaufinger avec François, l'un de mes ex. On essayait une nouvelle fois de se remettre ensemble. Ça a marché? Non, non, ça n'a pas marché. Au revoir François. Et vers la fin de la soirée, une femme est venue à notre table, visiblement émue. Elle m'a juste dit qu'elle avait lu tous mes livres, qu'ils avaient une place importante dans sa vie. Et puis elle est repartie sans même me dire son prénom. J'ai eu l'impression qu'on pourrait être amis et je me suis dit que je la reverrais peut-être à une dédicace. J'ai pas eu à attendre aussi longtemps. Le lendemain, ma maison d'édition me transmettait ce message d'elle, écrit à la suite de notre rencontre. Madame, monsieur, j'ai rencontré par hasard Aurélia Aurita dans un restaurant parisien tout à l'heure. J'aimerais beaucoup, en retour du bonheur que son travail m'apporte, lui faire suivre mon album de chansons, mon dernier album. Puis-je vous l'envoyer et vous demander de lui faire suivre? Je vous remercie. Bien cordialement, Jeanne Chéral. Jeanne Chéral. Ouais. Ça faisait des années que j'écoutais ces chansons, moi. Bon, on s'est revus la semaine suivante et on ne s'est plus quittés. Je lui dis très vite que je souhaitais travailler avec elle. J'avais ce vieux rêve d'ado de vivre une amitié qui se nourrirait d'une collaboration artistique. Quelques semaines plus tard, nous avons eu une proposition de la Maison de la Poésie. Tiens. On allait faire un concert dessiné en clôture du festival Paris en toutes lettres. Ici, voilà, ici même. C'était plein à craquer. On avait été obligés de rajouter des chaises au balcon. Jeanne m'aide à faire mes valises et m'accompagne à la gare. Je pars annoncer la nouvelle de vive voix à mes parents. Mon père me dit « C'est pas grave, il faut que tu sois forte. » Ma mère ne dit pas grand-chose. Après tout, quand la moitié de sa famille est morte dans les camps, qu'est-ce qui est grave? Est-ce que c'est ça, survivre à une guerre? Se blinder émotionnellement pour que plus rien ne vous atteigne? Je comprends assez rapidement qu'il me faudra affronter ça seule. J'ai un type de cancer assez rare, même s'il est plus représenté chez les femmes jeunes. Il va falloir agir vite, d'autant qu'il est de grade 3. 3 sur 3, c'est mon côté bon élève. Mon cancer représente 10 à 15% des cancers du sein. Il est dit triple négatif. Ça veut dire qu'il ne réagit pas au traitement ciblé. Donc il va falloir sortir l'artillerie lourde, tirer sur tout ce qui bouge. Et même avec ça, j'ai seulement 1 chance sur 2 pour que ça marche. 1 chance sur 2. Pendant 4 jours, je pense vraiment que je vais mourir. Les résultats de l'IRM sont les premières bonnes nouvelles depuis l'annonce. La tumeur, aussi agressive soit-elle, est contenue par le kyste. Et c'est le liquide qu'elle sécrète qui fait gonfler mon sein qui lui semble intact. Et il n'y a pas de métastase. Pas de métastase. Il n'y a pas de métastase. Pas de métastase. Métastase. Pas de métastase.
Mona. En fait. Ah oui, voilà. En fait, je n'ai pas une, mais 2 chimios à faire à la suite. La première de février à avril s'appelle AC. AC. A pour adriamycine. Joli nom pour une molécule. Ça fait penser à la mer Adriatique. Le pochon est de couleur verte et contient un liquide rouge. Ça donne des urines rouges, un peu comme quand on a mangé de la betterave. C pour cyclophosphamide. Bon, tout de suite, ça inspire moins confiance. J'apprends que c'est un dérivé du gaz moutarde. Normalement, on fait une injection d'AC 1 fois toutes les 3 semaines, mais avec mon grade 3, je dois en faire une toutes les 2 semaines. Ce qui fait que j'ai à peine le temps de récupérer entre 2 séances. Mes cheveux commencent à tomber vers la 3e semaine de février. Mais l'urgence, c'est de savoir si je vais réussir à trouver un nouvel appart avant de faire vraiment peur aux agences de location. Oui, parce qu'une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, je dois libérer mon appartement d'ici la fin du mois. La vie est une drôle de scénariste. Pendant 1 mois, j'alterne les visites et les chimios pour finalement trouver un appartement à 2 pas de chez moi. Le plus gros du déménagement se fait en 1 journée avec l'aide de mes parents et de 2 costauds appelés en renfort parmi leurs employés. Bon, maintenant qu'on a fait le plus dur, tu vas pouvoir terminer seul, me dit mon père, comme un général à sa petite soldate. La petite soldate se rend compte qu'il lui est plus facile d'aller à la chimio que de demander de l'aide à ses amis. Mais elle finit par y arriver, petit à petit. Mona. Et l'autre amie à qui j'ai dit mes premières angoisses sur mon cancer. Mais avant de devenir amies, on s'était lus mutuellement. Quand j'étais dans les Vosges, j'étais abonnée au Monde diplomatique. Elle était la seule journaliste dont je lisais tous les articles, quel que soit le sujet. Je suivais également le blog périphérie.net qu'elle animait avec son compagnon de l'époque, journaliste à l'UMA. C'est là qu'un jour, au détour d'une note de bas de page, j'ai appris qu'elle me lisait. J'ai failli m'évanouir. Mona Chollet me lit, moi. On s'est écrit pendant 2 ans avant de se rencontrer, lorsque je suis remontée sur Paris. C'était juste avant que Beauté fatale ne sorte en librairie. Elle avait choisi une expo au thème original, dans un lieu non moins insolite, le musée de la Poste. L'expo était intitulée « Sorcières, mythes et réalité ». Je me souviens de ce premier rendez-vous comme si c'était hier. C'est là que notre lien a commencé à prendre, comme une mayonnaise, comme des blancs en neige, cette subtile alchimie qui transforme le liquide en solide. En sortant de l'expo, on est passé chez Pierre Hermé et Gérard Mulot pour savoir qui faisait les meilleurs macarons du monde. C'est donc sur un match de macarons, un soir de février 2012, que nous sommes entrés en amitié. Pendant longtemps, nos sorties ont suivi un rituel qui paraissait immuable. D'abord une expo, puis un salon de thé. Et puis un jour, on s'est dit qu'on n'avait plus besoin de la Libye culturelle. Mona étant plus bec sucré que moi, elle me faisait découvrir des pâtissiers, des chocolatiers. Mes préférences allaient plutôt du côté salé, mais ça, c'était avant que la chimio ne modifie mon goût. En rentrant dans l'hôpital, je passais systématiquement à la boulangerie en bas de chez moi. Beignets de carnaval, baba au rhum, chouquette avec le sucre qui a bien caramélisé au fond. Mais mon préféré, c'est le divorcé. Le divorcé, c'est le gâteau idéal pour ceux qui n'arrivent pas à choisir entre éclair ou religieuse, café ou chocolat. De nos jours, on appelle ça duo, mais à moi, on ne la fait pas. Attends, j'ai pas vu chocolat. Ah. Voilà. Quand même. Un vrai divorcé. Divorcé.
continue. Depuis l'adolescence, à chaque fois que je prenais du poids, mes parents et certains membres de ma famille me le faisaient remarquer. « Ah, mais c'est pour ton bien, hein », qu'ils me disaient. J'en ai déduit que, pour eux, mon bien ne devait pas dépasser la taille 38-40. Maintenant que j'avais un cancer, on allait enfin me foutre la paix avec tout ça. Seul un tonton lourdingue a insisté pour savoir combien de kilos j'avais pris avec la chimio. Je l'ai envoyé bouler, soutenu par mes cousines. Je sentais que mon goût était aussi modifié sur le plan physiologique. Je me réveillais avec des nausées, des brûlures gastriques et un arrière-goût métallique dans la bouche. Je ne supportais plus certaines nourritures dont j'avais été friande. D'autres, qui m'étaient auparavant indifférentes, se sont mises à m'obséder dès l'instant où on me les a interdites. Dans un restaurant vietnamien près de chez moi, je commande un pho. Il est affreusement trop sucré. Je n'ose rien dire de peur que cela vienne de moi. Je note toutes ces modifications de mon goût dans un journal de bord pour en garder une trace. C'est étrange comme on se souvient peu de ce qu'on mange au quotidien, alors que c'est un acte essentiel. C'est Annie Ernaux qui m'en a donné l'idée. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de mon cancer, je lui ai écrit. Nos échanges qui avaient commencé il y a une dizaine d'années ont pris un tour particulier durant ma maladie. Elle aussi était passée par là. Je suis contente d'avoir suivi son conseil. J'observe que malgré ces bouleversements, mon goût pour la cuisine italienne reste inchangé, voire s'est accentué. Par ailleurs, l'amertume et l'acidité sont mes grandes amies pendant cette période. Je ferai plus tard le lien avec leurs actions antinauséeuses et stimulantes du foie. La veille de chaque chimio, je m'autorise un verre de vin rouge, car c'est le seul moment du cycle où j'ai récupéré assez de force pour tenir l'alcool. Dans la semaine qui suit l'injection, la fatigue est telle que je ne peux rien faire d'autre que dormir. Il y a des jours qui ne durent que 4 heures. Je me décide enfin à faire raser mes derniers tifs avant qu'ils ne bougent totalement les canalisations. On est lundi, je suis la seule cliente de ce salon de coiffure tenu par une famille cambodgienne. Dans le miroir, une vieille dame fixe mon crâne nu avec douleur. Je me demande si ça lui rappelle la guerre, mais en fait je confonds avec les camps de concentration nazis. Sous les Khmers rouges, les femmes pouvaient garder leurs cheveux, à condition d'adopter le carré court obligatoire. Je me souviens d'une blague que mon prof de Khmer avait sortie en cours. Quand on les interroge sur la guerre, les Cambodgiens, c'est comme une bouteille de ketchup. Au début, il n'y a rien qui sort. Et alors qu'on est sur le point d'abandonner, j'étais censée en foutre partout, mais je me suis dit que pour une première fois, je ferai la cascade plus tard, pour la deuxième. Un jour, peut-être, j'arriverai à faire sortir le ketchup familial. Près de l'hôpital, il y a un restaurant qui fait des bento à midi. Durant les 2 ans qui ont suivi mon départ définitif du Japon, je n'ai pas mangé dans un seul restaurant japonais en France. Je voulais garder mes souvenirs intacts. C'est que le Japon est le pays où j'ai eu ma révélation culinaire. Tout a commencé un soir d'octobre 2004, dans un restaurant de sushi un peu à l'écart du centre-ville de Tokushima, sur l'île de Shikoku. C'était mon premier séjour au Japon. J'étais hébergée par la famille de Tokiko, une japonaise qui travaillait à l'Alliance française de Tokushima. Il n'y avait que des poissons et des fruits de mer pêchés dans les environs. Ah tiens, voilà. T'as déjà goûté... Attends, voilà. C'est quoi? C'est un sushi
Uni. C'est de l'oursin. Donc visuellement, c'était pas terrible. Ça faisait penser à des petites langues coupées. Mais au goût... Ça vous tapissait la bouche et vous envahissait le nez jusqu'au cerveau. Ça sentait la mer, ça goûtait le sexe. Le genre de sexe où tous les fluides sont mélangés en une saveur unique. J'ai su immédiatement qu'il fallait que je revienne au Japon pour goûter à tous les plats. Shake, katsuo, tsukemono, tori no karaage, ebi fry. Je n'ai jamais vraiment réussi à apprendre la langue japonaise, sauf les mots de la cuisine, que je connaissais sur le bout des doigts. Oden. Donc en nourriture, j'étais bilingue. Okonomiyaki. Mon compagnon et moi habitions un immeuble qui s'appelait Château-Latour. 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 Près d'une ruelle commerçante nommée Amour. Amourou. Amour. Ça ne s'invente pas. Au bout de 3 ans, après avoir épuisé tous les recours pour avoir un visa, j'ai dû quitter le Japon. Sayonara, sayonara, kimi ni aete yokatta. Sayonara, sayonara, kimi ni aete yokatta. Il ne me restait qu'1 mois à vivre au Japon. J'aurais pu voyager, aller à Osaka, Sapporo, Kobe, Okinawa. J'ai préféré rester dans mon quartier, où j'appelais tous les commerçants papy ou mamie. Des voyages, il y en aurait d'autres. Mais combien de lieux dans ma vie ai-je pu appeler mon quartier ? Certains visages et noms de boutiques s'effacent déjà de ma mémoire après tout ce temps. Mais le souvenir d'avoir un jour fait partie de ce décor, d'en avoir foulé tous les pavés, de jour comme de nuit, en toute saison, je le garde au cœur. Du temps où j'y habitais, plus d'un tiers des commerces avaient déjà baissé rideau. Aujourd'hui, je ne sais pas. Un ami m'a dit qu'ils avaient fini par démonter la charpente métallique et tous les panneaux Amour. Amourou. Est-ce parce qu'ils menaçaient de s'effondrer ? Les liens du quotidien qu'on tisse avec les commerçants sont comme l'eau de pluie qui alimente les rivières souterraines. C'est quand on prend le large qu'on se rend compte que la pluie a fait un océan de larmes. Gekko no shiroki hayashi de ki no ne horeba seimi no sanagi no ikutsu no detekishi Sore wa anata no omoi sugi de kawari hateta watashi no sugata gekko omoi tetsuku mori de jueki susuru watashi wa mushi no onna. Quatre ans après la ruelle Amour, j'ai fait mon nid dans un autre quartier, au sein du 12e arrondissement de Paris.
Près de chez moi, il y avait un immense marché à ciel ouvert, où j'allais toutes les semaines. Après ma séparation, je m'étais mise à la cuisine, car je n'avais plus d'homme à la maison pour me faire à manger. J'aimais particulièrement cuisiner les abats, la joue, l'onglet, la hampe, la cervelle, le foie, les rognons. En 2011, il y avait encore 2 tripiers sur mon marché, ainsi qu'un stand de boucherie chevaline. Aujourd'hui, les 2 tripiers ont disparu. Et l'un des primeurs occupe une place particulière dans ma vie. Chaque fois que je passais devant ce stand, il y avait une file impressionnante de femmes de tous âges et quelques mecs attendant d'être servis par ce vendeur. Pendant des semaines, pendant des mois, je n'ai fait que passer. Et puis, par un beau jour d'été, avec son lierre autour des oreilles et son corps d'ancien boxeur et culturiste, il avait l'air d'un dieu grec, quelque part entre Dionysos et Apollon. Sans plus réfléchir, je me suis précipitée au stand de la fleuriste, je lui ai pris un énorme bouquet de glaïeuls rouges et je lui ai offert en lui disant que c'était une offrande au dieu Bacchus. C'était nos premiers mots échangés et c'est ainsi que j'ai intégré le harem de François. T'as vraiment écrit cette phrase, quoi. Vous rigolez parce que vous ne l'avez pas vu. Harem. C'était un sacré personnage avec une grande gueule et des saillies un peu douteuses. Ses blagues homophobes, racistes, sexistes ont failli m'éloigner de lui. Nous nous prenions la tête par-dessus les melons et les aubergines. Mais je finissais toujours par revenir. Je savais qu'il ne pensait pas vraiment tout ce qu'il disait, que c'était un rôle qu'il endossait. Et je savais que derrière tout ça, il y avait un homme généreux et d'une grande délicatesse. Je l'ai compris avec les framboises. Personne n'emballe les framboises comme François. Lorsque quelque temps plus tard, je rencontre mon autre François, ça le fait rire. Il est fier de dire qu'il sera toujours le premier. J'ai rencontré François II par des amis communs. Ça avait tout de suite accroché car nous aimions tous les 2 manger. Je lui dois d'avoir tenu de nombreuses deadlines de boulot. Quand j'avais la tête sous l'eau, il assurait les vivres. On va croire que je ne choisis que des hommes qui savent cuisiner. Ouais. Il avait des origines grecques, italiennes et normandes. Sa cuisine aurait pu être à l'avenant, 2 tiers huile d'olive, 1 tiers beurre. Mais comme il faisait attention à sa santé, il évitait les laitages et le gras animal. C'est lui qui m'a converti au kombucha, aux superfruits, aux superalgues, aux avocats et à la synergie curcuma-poivre noir. Cette débauche de produits sains au quotidien nous permettait de craquer pour un resto le week-end, ou pire, un voyage en Sicile, la terre de tous ses ancêtres gourmands. Il mangeait tout très vite, engloutissant la nourriture et manifestant son plaisir de manière théâtrale. C'était mon ogre, mangeur de montagne. Avec lui, c'était tout ou rien. Le rien, c'était nos périodes de jeûne thérapeutique. On louait un gîte dans le Loiret ou en Normandie, et pendant une semaine, on ne faisait que boire de la tisane, des soupes et des jus de fruits très dilués. C'est là que j'ai vu à quel point la nourriture remplissait nos vies. Faire les courses, cuisiner, faire la vaisselle. Mais c'est dingue tout ce qu'on peut faire de ce temps libéré. J'ai compris aussi pourquoi les mystiques et les ascètes pratiquaient le jeûne. Toutes les émotions, positives ou négatives, sont comme filtrées à travers un tamis. Mais le meilleur, c'est la reprise alimentaire, qu'il faut faire aussi progressivement que l'arrêt. On a eu le temps de se purifier les papilles et la première pomme après le jeûne a un goût exceptionnel. La première graine de courge a le goût de la courge tout entière dans son potager. En fait, le jeûne, c'est aussi un truc de gourmand. Un jour, alors que je suis à 400 km de Paris pour un festival BD, je reçois un texto tendre de François qui me dit qu'il a très hâte de me voir. Et au bout de quelques secondes,
ou une éternité, je m'aperçois qu'il ne m'est pas destiné. Comment j'ai su? Oui. Bon, écoute, il m'a dit, mon amour, j'arrive dans... J'étais à Paris, hein, non, j'étais à Limoges, donc. Il était à Paris. Donc il me fait, mon amour, j'arrive dans 15 minutes. Alors, à moins qu'il s'appelle Flash Gordon, je vois pas... ça veut dire que mon amour, c'était pas moi, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin. Voilà. Au revoir, François. Je l'ai senti passer, mon célibat, pendant la maladie. Mais c'était pour moi un moindre mal. Dans la salle d'attente de chimio, je discutais avec des patientes qui devaient continuer à s'occuper des enfants, du ménage, de la cuisine, tout en essayant de rester sexy pour leur mari. Et ça, c'est quand le mari reste. Une étude de 2009 a montré qu'en cas de maladie grave, une femme avait 6 fois plus de chances d'être quittée par son conjoint que l'inverse. C'est ce qui est arrivé à Maëlle Sigono, qui a raconté son histoire dans le podcast « Impatiente », qu'elle a créé avec l'anthropologue Mounia Al-Kotni. Plus qu'un journal de bord, Impatiente est une véritable réflexion politique sur le rapport à la maladie et à la féminité en général. Maëlle a 30 ans quand on lui diagnostique un cancer du sein métastatique. Avec une grande justesse, elle décrit le choc de l'annonce, la solitude, les violences subies à l'hôpital, mais elle exprime aussi sa révolte et son désir d'une société qui n'écraserait pas systématiquement les plus fragiles. Pour sa traversée, elle s'était fait tatouer un phare sur le bras. Et désormais, c'était sa voix qui allait devenir mon phare. Maëlle m'a fait comprendre pourquoi j'étais si mal à l'aise lorsqu'on louait ma force, mon courage. C'est que cela me faisait entrer dans l'archétype de la Wonder Woman qui gère bien son cancer comme un projet. Une amie survivante d'un cancer m'a dit un jour... Quand tu tombes malade, tu crois que tout le monde va être plus compréhensif avec toi. Mais en fait, c'est toi qui dois faire preuve de plus de tolérance. Il y a ceux qui font des blagues forcées et ceux qui cherchent à vous faire relativiser, ceux qui demandent comment ça va et embrayent sur leurs problèmes du quotidien, ceux pour qui vous n'êtes plus qu'une maladie, qui veulent savoir tous les détails et qui changent de sujet car ils n'arrivent pas à suivre, ceux qui ne rappellent pas, ne prennent même pas la peine de bafouiller un « bon courage, hein, on se verra quand tu seras plus en forme ». Tout cela ne veut dire qu'une seule et même chose, on ne veut pas en entendre parler. Il y a 3 situations qui permettent de faire le tri dans ces relations. Perte d'emploi, divorce, cancer et guerre, bien entendu. J'en étais arrivée à me dire que mon combat le plus difficile, c'était de ne pas me laisser gagner par l'ironie, l'amertume, ne pas laisser la noirceur ronger mon cœur. Je me suis concentrée sur un tout petit cercle avec celles et ceux que j'ai bien voulu faire entrer dans mon intimité la plus nue, dans mon quotidien de cette année-là. J'étais surprise d'y trouver les gens du marché. Ma traversée aurait été bien plus aride sans cette combinaison de distance et de proximité, de profondeur et de légèreté. Et puis après tout, ces gens me nourrissaient. Alors, j'ai amené un peu de lecture. Ça, c'est un magazine qu'on trouvait gratuitement dans la salle d'attente de l'hôpital où j'étais traitée. Donc c'est gentil, hein. On dit souvent que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, personne ne connaît ça? Bah alors. Donc voilà. Au moins j'avais de la lecture. Voilà, c'est des articles focalisés, quoi. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Le premier cycle de chimio avait transformé mon goût. Le deuxième m'a asséché de l'intérieur à l'extérieur, a fait tomber mes derniers poils. La maladie m'a brusquement rappelé que j'avais un corps, qui plus est un corps de femme,
avec tout ce que cela implique socialement. Avant, ma routine beauté, c'était un débarbouillage, un coup de peigne, un peu de crème solaire sur le visage, quand j'y pense. Maintenant, pour pouvoir continuer à ressembler à une femme, ou plutôt pour rester belle, il me fallait... Alors, mes essentiels. Mon kit pour des ongles en béton. Base protectrice, 8,40 € et ultra vernis rouge éclat au silicium urée, 6,80 €. Mon baume réparateur couteau suisse. Grâce à son actif antiprurite et ses agents apaisants et purifiants, il calme les irritations et restaure la barrière cutanée. Format voyage, 5,70 € et 75 ml. Mon shampoing, ça j'aime bien. Shampoing spécial chimio. Donc, mon shampoing anti-gratouillis. Parfait pour atténuer les douleurs et les démangeaisons du cuir chevelu lors de la perte et de la repousse des cheveux. Shampoing à la vitamine E, antifongique et antibactérien. 15,40 € les 125 ml. Ouais. Bon, en même temps, voilà, tu t'en sers que 2 semaines. Alors, mon pchit fraîcheur. Une brume anti-irritante et adoucissante. Idéale contre le feu des rayons ou les bouffées de chaleur. 2 en 1. Donc, c'est un spray d'eau thermale qui, en fait, coûte 3,20 € les 50 ml. Mon soin précieux 2 en 1. De jour comme de nuit, cette crème au parfum délicat, beurre de pêche, nourrit et apaise. 28 € les 40 ml. Et enfin, mon préféré, ma brume pour garder la tête haute. Tout ça, c'est vrai, hein, réalisé sans trucage. Donc, ma brume pour garder la tête haute, avec sa texture biphasée et son parfum coco camélia, elle soulage les démangeaisons et les sensations de picotement du cuir chevelu asséché par la chimiothérapie et le port de la perruque. 28,90 € les 100 ml. C'est quoi être une femme quand on a perdu une grande partie des attributs qui nous ont construites? C'est quoi? Même mes règles commençaient à me manquer. Ce qui est sûr, c'est que pour rester belle, j'ai dû raquer, comme une femme. J'étais nue comme un mannequin de bois attendant le changement de vitrine. C'était à la fois terrifiant et grisant de possibilités. Parce que ce que j'ai préféré, c'était les foulards. J'avais enfin un prétexte non religieux pour m'inspirer des élégantes du monde entier. C'est sûr que je détonnais dans les rues du 12e arrondissement. Mais... Ah, attends. Tu as montré un foulard? Non, j'ai une surprise. En fait, je vous ai pas dit, mais je fais la dernière couverture du magazine Rose. Pas mal, hein? Tout ça, c'est des vrais titres. Alors, c'est sur une dizaine d'années, hein, mais rien n'a été inventé. Tout est vrai. Voilà. Donc, le sexe à l'épreuve du cancer. On va passer aux choses sérieuses. Alors, oui, je continue. Oui. Alors. C'est le sexe qui te perturbe? Non, c'est que c'était pas prévu tout ça. J'ai de voir comment je peux faire un lien. Mais ce n'est donc pas pour moi seulement ou les passants que j'ai voulu rester belle, c'est pour... Voilà, c'est l'histoire d'un lien qui s'est noué au fil des ans sur un canevas de rencontres impromptues. Une romance de quartier. On s'est d'abord croisés de loin en loin, en bons voisins. J'ai mis longtemps à connaître son prénom. Au début, il était juste le libraire. Puis, le libraire relou, suite à un incident qui a marqué nos premiers échanges. Oh, pardon. Désolée. Non, c'est rien. Ça arrive souvent. On a trop de BD et pas assez d'espace. Ah, maman, parlez pas, hein, la surproduction, on connaît. Vous êtes dans la BD? Oui, c'est moi qui ai fait fraises et chocolat, entre autres. Fraises et chocolat. Ah mais oui! C'est la BD où vous mettez des légumes dans le... Bon, alors, écoutez, déjà, c'est pas moi, hein, c'est mon héroïne. Et puis ensuite, vous devriez savoir qu'en autofiction, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. En tout cas, pour ce qui est de prendre son pied. Voilà, au revoir. Malgré cet accrochage, j'y suis retournée. J'ai fini par sympathiser avec d'autres membres de l'équipe. De toute façon, c'était la librairie la plus chouette du coin. Ils organisaient des tas de rencontres et même des concerts.
Les rencontres se terminaient par un généreux buffet ouvert à tous les piques-assiettes du quartier. L'habitude et l'alcool aidant, je suis revenue sur ma première impression de David. J'ai appris à aimer son humour outrancier, et puis le reste est venu tout seul. Sa gentillesse, son charisme, sa belle voix grave qui le rendait suave et qui chantait adorablement faux. Ti mando un vocale di 10 minuti, soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che botta ci dà. Je me rappelle avec précision le moment où ça a basculé. Je finissais mon menu poulet 5 € chez Ting Ting. Il était en face, au zigzag, buvant son café en plein soleil. Il ne m'avait pas vue. Et moi, c'était comme si je le voyais pour la première fois. Son regard sur moi avait changé aussi. Un jour, à la librairie, il m'a dit « Viens me débaucher ». Je n'ai pas compris tout de suite que c'était une expression régionale pour dire « Viens me chercher à la sortie du boulot ». Trop tard, la graine était plantée et on a commencé à se voir. Mais nos engagements amoureux successifs nous empêchaient toujours de dépasser le stade du flirt. Ce n'était jamais le bon moment et on avait fini par en rire. « Darling », répétait-il. « Timing's a bitch. » Timing's a bitch. Puis quand je suis tombée malade, j'ai voulu le revoir. On était dans son café préféré, celui où il tutoyait tous les poivreaux du quartier en bon samaritain qu'il était. Il était bouleversé. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il serait là pour moi. On s'est aimé par intermittence, dans les interstices de nos vies, en amants, en amis. Le temps de la maladie est un temps hors du temps. C'est ce qui le rapproche du temps de l'amour. Il était là toutes ces années autour de nous. Comme un réactif versé dans une éprouvette, le cancer allait précipiter notre histoire. « 24 juin 2019. J'écoute un nouvel épisode d'Impatiente. Il s'intitule « Femme avant tout ». Après sa première chimio, les cheveux de Maëlle commencent à repousser. Et avec eux reviennent les agressions et le harcèlement de rue. Faut-il avoir l'air malade pour qu'on nous fiche la paix ? Elle décrit aussi l'atelier bien-être d'une association soutenue par de grandes marques de cosmétiques, où des bénévoles apprennent aux patientes à se maquiller pour regagner l'estime de soi et combattre les signes de l'âge. Cet épisode me bouleverse. Dans un élan de gratitude, j'écris une lettre à Maëlle pour lui dire à quel point son témoignage m'inspire et m'aide à vivre. J'apprends par son Instagram qu'elle est soignée dans le même hôpital que moi. Il se trouve que je dois y aller le lendemain pour ma dernière chimio. L'une des infirmières, Maude, est devenue très proche de Maëlle. C'est à elle que je confie ma lettre, à laquelle j'ai joint une de mes BD. Je vais en chimio, puis Maude revient me voir avec un grand sourire. Maëlle connaît mes BD et elle serait ravie de me rencontrer. Elle est au 2e étage, chambre 205. Dès l'instant où je passe la porte, je ressens une douce chaleur, une étrange familiarité, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Sur son lit, il y a des BD de Liv Strömquist, de Riyad Satouf, et le dernier Chloé Delhomme, mes bien chères sœurs. Je lui dis qu'une amie me l'a offert et que je l'ai tellement aimé que je l'ai offert à 2 autres amies. On parle féminisme, sororité, amour romantique, amitié. Elle préfère l'amitié. Et moi, en la regardant parler, j'ai envie d'être son amie. La semaine suivante, on s'est échangé plein de messages, sur tout, sur rien. On se repassait le film de notre rencontre. Je n'avais qu'une hâte, c'était de la revoir. Mais son temps était compté. Les métastases qu'elle avait au poumon l'empêchaient de respirer. Elle était obligée d'avoir un concentrateur d'oxygène 24 heures sur 24. Une nuit, elle a fait une infection sur sa chambre implantable. Le jour de mon opération, j'insiste auprès des infirmières pour voir Maëlle, même 10 minutes. Elle est amaigrie, très faible, mais a encore assez d'énergie pour me rassurer. Je raconte une histoire drôle qui m'est arrivée avec mon chirurgien, ça la fait rire, mais rire lui fait mal.
Je sors de sa chambre et je vais m'asseoir dans la salle d'attente en face. Mes jambes ne veulent pas me porter plus loin. J'essaye de lire les BD sur la table, mais mon cerveau ne perçoit qu'une bouillie de formes et de couleurs. 2 hommes d'une trentaine d'années, avec l'air dévasté, entrent dans sa chambre. Je me rends compte que c'est la dernière fois que je verrai Maël. Maël s'éteint 1 mois plus tard, le 17 août 2019. Elle avait 34 ans. Au premier regard, j'ai aimé ma cicatrice. Elle entoure mon téton et remonte en arc de cercle, comme un sourire. C'est une fleur sans pétales, un bouton de fleur. J'aime ma cicatrice car elle me rappelle que je suis en vie. Mes cheveux commencent à repousser. D'abord les blancs, en duvet. Pendant quelques semaines, ma tête ressemble à une drupe d'amandes amères, puis les noirs, et puis d'autres blancs. Ils resteront donc poivre et sel jusqu'à ce que le blanc finisse par l'emporter. J'aime ma nouvelle toison d'argent. C'est la preuve que j'ai vécu. Je retourne à l'hôpital pour les résultats d'analyse de ma tumeur. Mon chirurgien est en vacances et sa remplaçante qui m'annonce la bonne nouvelle. Il n'y a plus aucune cellule cancéreuse. La chimio a tout balayé. Il me restera à faire la radiothérapie préventive, mais déjà, c'est certain, je suis guérie. Je me dis, ça y est, je retourne à la vie. Mais la vie ne s'était pas arrêtée. Elle avait juste pris une autre densité. Comme ta bouche est immense quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort qui t'a consumé, Marcia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendres, mais la mort, c'est comme une chose impossible. Et même à toi qui est forte comme une fusée, et même à toi qui est la vie, même Marcia, c'est la mort qui t'a emmené. C'est elle, la sauterelle, la sirène en mal d'amour, le danseur dans la flanelle ou le carton